Je m'appelle Jacob. J'ai 34 ans et ma famille a essayé de détruire ma vie par vengeance, pour finalement détruire la leur en s'introduisant par effraction chez une parfaite inconnue. Avant de vous raconter le moment glorieux et bouleversant où ils ont réalisé leur erreur depuis l'intérieur d'un poste de police, faites-moi une faveur et dites-moi dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Très bien, entrons dans le vif du sujet. L'appel est arrivé à 2 heures du matin. Vous connaissez ce genre d'appel, celui qui vous arrache à un sommeil de plomb et fait immédiatement battre votre cœur à tout rompre dans votre poitrine avant même que vous ne sachiez de qui il s'agit. L'écran brillait avec un numéro inconnu. Ma première pensée a été pour Anya. Elle était médecin. Elle faisait des heures folles à l'hôpital. Peut-être que quelque chose s'était produit pendant sa garde. J'ai glissé le doigt sur l'écran pour répondre, la voix encore lourde de sommeil. Allô. Une voix d'homme, calme et officielle, a brisé le silence. S'agit-il bien de Jacob Miller? Oui, ai-je dit en me redressant sur mon lit, le sang me glaçant les veines. Qui est à l'appareil? Ici l'agent Ramirez, du département de police de Lakewood. Je vous appelle au sujet de vos parents, Richard et Eleanor Miller, et de votre frère, Léo Miller. Ma respiration s'est coupée. Lakewood, c'était ma ville natale, à des centaines de kilomètres de l'endroit où je me trouvais désormais. Je ne leur avais pas parlé depuis 5 ans. Pas un seul mot. Qu'avait-il bien pu se passer? Est-ce qu'ils vont bien, ai-je demandé, la question ayant un goût de rouille dans ma bouche. C'était un réflexe, un vieil instinct que je pensais avoir étouffé depuis longtemps. Ils sont physiquement sains et saufs, monsieur, a dit l'agent Ramirez d'un ton ferme. Mais ils ont été placés en garde à vue. Ils ont été arrêtés pour violation de domicile et destruction criminelle de propriété. Je me suis pincé l'arête du nez, essayant de comprendre ces paroles, violation de domicile. Mes parents avaient la soixantaine. Mon frère était un enfant gâté, pas un criminel. Je ne comprends pas. Où ça? Et c'est alors qu'il a prononcé les mots qui m'ont fait passer un frisson le long de la colonne vertébrale. Au 114 Willow Creek Drive. Ils insistaient sur le fait que c'était la maison de leur fils, mais la propriétaire actuelle, une certaine Madame Gable, affirme ne les avoir jamais vus de sa vie. C'est elle qui a composé le 911. Le 114 Willow Creek Drive, ma maison. Ou du moins, c'était ma maison. Une étrange sensation de froid m'a envahi. Ce n'était ni de l'effroi, ni de la peur. C'était tout autre chose. Quelque chose de net, de précis et de terriblement définitif. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon nouvel appartement, contemplant les lumières scintillantes d'une ville qui était censée être mon échappatoire. « Monsieur Miller, vous êtes toujours là ?» a demandé le policier. « Je suis là », ai-je répondu, ma voix désormais assurée, le sommeil s'étant totalement dissipé. « Je pense que vous devriez tout me raconter. » C'est ce qu'il a fait. Et à mesure qu'il parlait, l'histoire de ces 5 dernières années, une paix pour laquelle je m'étais tant battu, semblait s'effondrer autour de moi. Mais ce que ma famille ignorait, c'est qu'en tentant de réduire mon monde en cendres, ils avaient craqué l'allumette dans la mauvaise maison. Et ce n'était pas moi qui allais me brûler. Pour comprendre comment mon père de 60 ans s'est retrouvé un pied de biche à la main, il faut remonter 5 ans en arrière. J'avais 29 ans, je travaillais comme ingénieur logiciel junior depuis 7 longues années. Depuis que j'avais obtenu mon diplôme universitaire, je vivais comme un moine. Je conduisais une vieille Honda de 10 ans. Je préparais ma gamelle tous les jours. Et ma conception d'une grande soirée consistait à louer un film plutôt qu'à aller au cinéma. J'avais fait tout cela pour une seule raison, économiser pour un apport personnel pour une maison. Et j'y étais enfin parvenu. J'avais 120 000 $ sur mon compte d'épargne. C'était la plus grande fierté de ma vie. Ce samedi-là, je me suis rendu chez mes parents pour notre traditionnel dîner de famille. Le carnet de chèques de mon compte d'épargne me brûlait presque les doigts dans ma poche. J'avais hâte de voir leur visage quand je leur annoncerais la nouvelle. La maison sentait le poulet rôti, comme toujours. Ma mère, Eleanor, m'a serré dans ses bras à la porte, son sourire était chaleureux, mais ses yeux regardaient déjà derrière moi, cherchant la véritable vedette de la soirée. Mon père, Richard, m'a donné une poignée de main ferme et une tape dans le dos. « Jacob, ravi de te voir, mon fils. » Et puis il y avait Léo, mon jeune frère.
Il se tenait dans le salon avec sa femme, Chloé, et il vibrait pratiquement d'excitation. Léo était l'enfant chéri. Il avait le physique, le charme et un cimetière de projets de richesse rapide ratés que mes parents avaient joyeusement financés. Ils avaient dilapidé le petit héritage que mes grands-parents leur avaient laissé dans ces 2 dernières start-up révolutionnaires. Grande nouvelle, tout le monde. Grande nouvelle, a annoncé Léo avant même que je n'ai pu retirer mon manteau. Chloé s'accrochait à son bras, rayonnante comme s'il venait de guérir le cancer. Nous nous sommes tous assis autour de la table et j'ai décidé de laisser Léo s'exprimer en premier. Il a déroulé une série de brochures glacées sur la table. De la farine de grillon biologique, artisanale et pressée à froid, a-t-il dit, les yeux brillants de passion. C'est l'avenir des protéines, durables, écologiques, et nous entrons dans le projet dès le départ. J'ai regardé les photos de personnes souriantes et incroyablement en forme tenant des sacs de ce qui ressemblait à de la poussière brunâtre. C'était reparti pour un tour. Mes parents, bien sûr, étaient fascinés. Oh, Léo, ça a l'air merveilleux, s'est extasiée ma mère. Les marges bénéficiaires sont folles, a-t-il poursuivi en montrant un graphique qui n'avait aucun sens. Nous avons juste besoin d'un peu de capital de départ pour obtenir les droits de distribution. 120 000 $, pour être précis. Le chiffre est resté suspendu dans l'air, aspirant tout l'oxygène de la pièce. Mais 120 000 $. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. Ils se sont tous tournés vers moi. Ce n'était pas une question. C'était une attente claire. Chloé a pris sa voix la plus douce et la plus sincère, « Jacob, nous savons tous à quel point tu réussis. Ton salaire dans cette entreprise technologique doit être incroyable. Tu es si doué avec l'argent. Léo et moi, nous sommes les rêveurs. Toi, tu es celui qui peut transformer les rêves en réalité. » J'ai regardé le sourire maniaque de Léo, les yeux pleins d'espoir de ma mère et le visage sévère et impatient de mon père. Ma propre nouvelle, mon propre rêve s'était transformé en cendre dans ma bouche. Il ne m'avait même pas demandé comment j'allais. Léo, ai-je commencé en choisissant soigneusement mes mots. Ta dernière idée était de vendre de l'eau de luxe pour chiens. Celle d'avant était une application pour noter les toilettes publiques. Ces 2 projets ont coûté près de 50 000 $ à papa et maman. Le visage de Léo s'est décomposé. C'est différent. C'est une affaire sûre. Une affaire sûre, ça n'existe pas, ai-je dit, d'une voix désormais plus ferme. Et cet argent est destiné à ma maison. J'économise depuis 7 ans. Mon père s'est raclé la gorge. Le son ressemblait à du gravier que l'on broie. Fils, une maison, ce n'est que des briques et du mortier. La famille, c'est pour toujours. Ton frère a besoin de cela. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai regardé Léo, cet homme enfant qui n'avait jamais occupé un emploi stable de sa vie. Puis j'ai regardé le relevé de compte d'épargne que j'avais apporté, désormais froissé dans ma main. Je ne peux pas, ai-je dit, d'une voix calme mais sans appel. Je refuse. Le silence qui a suivi mon refus a été plus lourd que n'importe quelle dispute. Il était chargé de réprobation et d'incrédulité. Léo a été le premier à le rompre. Son visage s'est affaissé, non pas de colère, mais dans une mise en scène théâtrale de blessure. C'était un numéro que je lui avais vu jouer 100 fois, et qui fonctionnait à tous les coups. Je n'arrive pas à te croire, Jacob, a-t-il chuchoté, la voix tremblante. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, Léo, ai-je répliqué. La frustration que j'avais accumulée pendant des années a fini par éclater au grand jour. J'ai payé mes études moi-même. J'ai trouvé mon travail moi-même. Je ne vous ai jamais demandé un centime. Tout ce que j'ai fait, c'est vous regarder vider le fonds de retraite de nos parents pour une mauvaise idée après l'autre. Chloé a poussé un soupir étouffé et s'est mise à pleurer, cachant son visage contre l'épaule de Léo. Comment peux-tu être aussi cruel, a-t-elle sangloté. C'était le signal. Mes parents sont passés à l'action, leur rôle étant parfaitement répété. Ma mère s'est précipitée pour consoler Chloé, me lançant un regard plein de venin. Mon père s'est levé, sa chaise grinçant bruyamment sur le parquet. C'était un homme imposant, et il utilisait sa carrure pour intimider. Ça suffit, Jacob, a-t-il tonné, le doigt pointé sur moi. Tu ne parleras pas à ton frère de cette façon dans ma maison. Je ne fais que dire la vérité, ai-je répondu en me levant pour affronter son regard.
Ce n'est plus un enfant. Il doit prendre ses responsabilités. Trouver un vrai travail. Arrêtez de vous traiter comme son distributeur automatique personnel. Ma mère s'est tournée vers moi, le regard flamboyant. Entasser mon argent. C'est cette année de vacances sacrifiée, à conduire une voiture délabrée, à dire non à mes amis pour pouvoir dire oui à mon avenir. Ils appelaient cela « entasser ». Un rire amer m'a échappé. Vous avez raison, ai-je dit. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment vous pouvez le regarder échouer sans cesse et continuer à jeter de l'argent par les fenêtres. Je ne comprends pas pourquoi ses rêves sont plus importants que ma réalité. Le visage de mon père prenait une teinte rouge inquiétante. Il a fait un pas vers moi. Je vais te donner une dernière chance, Jacob. Tu vas aider ton frère. Tu vas lui donner cet argent. Sinon, je le jure devant Dieu. Tu ne feras plus partie de cette famille. C'est fini entre nous. L'ultimatum est resté suspendu dans l'air, net et affreux. C'était l'heure du choix, le test de loyauté ultime. Et le prix d'entrée dans cette famille était le sacrifice de ma propre personne. J'ai regardé leur visage autour de la pièce. Léo qui se cachait derrière les fausses larmes de sa femme. Chloé qui m'observait avec une lueur de triomphe dans les yeux. Ma mère, les bras croisés, l'expression froide comme la pierre. Et mon père, la mâchoire serrée, attendant que je cède, que je rentre dans le rang comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose en moi s'était déjà brisé. Cette part de moi qui réclamait leur approbation, cette part terrifiée à l'idée de se retrouver seule. Tout cela avait disparu. Très bien, ai-je dit d'une voix étrangement calme. Si c'est le prix à payer, je n'en ai pas les moyens. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée doucement derrière moi, le clic de la serrure résonnant comme le mot de la fin d'une conversation qui durait depuis toujours. En marchant vers ma voiture, j'entendais ma mère commencer à gémir, mais cela me semblait lointain, comme si cela provenait de la vie de quelqu'un d'autre. Je suis monté dans ma voiture, je suis sorti de l'allée et je ne me suis pas retourné. Le lendemain, j'ai changé de numéro de téléphone. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Le silence était assourdissant. Chaque fête, chaque anniversaire était un rappel douloureux de cette famille que je n'avais plus. Mais avec la douleur est venu un sentiment de liberté étrange et merveilleux. Mon argent m'appartenait. Mon temps m'appartenait. Ma vie m'appartenait. 6 mois après ce dîner, j'ai versé la compte pour une petite maison de 3 pièces sur Willow Creek Drive. Elle était modeste, mais elle était à moi. J'ai passé tous mes week-ends à peindre les murs, à planter un jardin et à réparer le robinet qui fuyait sous l'évier de la cuisine. Chaque coup de marteau, chaque coup de pinceau me donnait l'impression de construire non pas seulement un foyer, mais une nouvelle vie. Une vie où ma valeur n'était pas liée à ce que je pouvais donner aux autres. Je me suis investi pleinement dans mon travail, sans ce drame familial constant qui épuisait mon énergie. J'étais concentré et productif. J'ai obtenu une promotion, puis une autre. Mon salaire a considérablement augmenté. J'ai commencé à voyager pour le travail, découvrant des régions du pays dont je n'avais fait que rêver. C'est lors d'un de ces déplacements, à l'occasion d'une conférence technologique à Austin, que j'ai rencontré Anya. Elle était conférencière lors de l'événement, une brillante doctoresse spécialisée dans les technologies médicales. Elle était vive, drôle et avait une façon de vous regarder qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Nous avons discuté pendant des heures ce soir-là, et quand j'ai repris l'avion pour rentrer, je savais que j'avais rencontré quelqu'un de spécial. Nous avons entamé une relation à distance. Nous nous parlions au téléphone chaque soir et prenions l'avion pour nous voir une fois par mois. Pour la première fois, j'étais engagé dans une relation qui était un partenariat, pas une mission de sauvetage. Elle était indépendante, accomplie et émotionnellement stable. Un soir, alors que notre relation durait depuis environ 1 an, nous passions un appel vidéo. Elle me parlait d'un cas difficile à l'hôpital, et je lui parlais d'un bug frustrant dans mon dernier projet. Tu sais, a-t-elle dit d'un air pensif, tu parles beaucoup de ton travail et de ta maison, mais tu ne parles jamais de ta famille. Je me suis tendu. C'était un sujet que j'évitais avec tout le monde. C'est compliqué, ai-je bredouillé. Anya n'a pas insisté. Elle a simplement attendu. Sa impatience était l'une des qualités que j'aimais le plus chez elle. Alors, je lui ai raconté. Je lui ai tout dit.
Au sujet de Léo, l'enfant chéri. De l'aveuglement de mes parents, de la farine de grillon et de l'ultimatum. Je m'attendais à ce qu'elle soit choquée, ou même qu'elle me trouve sans cœur pour être partie. Au lieu de cela, elle a simplement hoché la tête. On dirait que tu as fait un choix incroyablement difficile mais nécessaire pour ton propre bien-être, a-t-elle dit simplement. Fixer des limites est difficile, surtout avec la famille. Je suis fier de toi. Entendre ces mots, cette simple validation, a été comme si un poids dont j'ignorais l'existence s'était envolé de mes épaules. Avec Anya, je n'étais pas le distributeur de la famille ni le grand frère responsable. J'étais simplement Jacob, et cela suffisait. Pendant 5 ans, ma vie a été paisible. Ma maison est devenue mon sanctuaire. Ma carrière a prospéré. Ma relation avec Anya s'est approfondie pour devenir un amour et un respect profond. Le fantôme de ma famille s'est estompé à l'arrière-plan, un mauvais souvenir auquel je pensais rarement. J'étais heureux, vraiment, profondément heureux. Et c'est là, bien sûr, qu'ils ont décidé de réapparaître. C'est arrivé un mardi matin. Un email se trouvait dans mon dossier de courriers indésirables, envoyé depuis une adresse que je ne connaissais pas. Mais l'objet m'a glacé le sang, urgent, question de vie ou de mort. Il venait de ma mère. Mon premier réflexe a été de le supprimer, de l'envoyer dans les abysses numériques où il méritait de se trouver avec tous les autres fantômes de mon passé. Mais ces mots, vie ou mort, me rongeaient. Et s'il était arrivé quelque chose à mon père? Si l'un d'eux était gravement malade? Malgré tout, une parcelle de ce vieux sentiment de devoir ancré en moi subsistait. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Le message était court et affolé. Jacob, je sais que nous ne nous sommes pas parlé. Je sais que des mots ont été dits, mais je t'en supplie. Nous devons te voir. C'est au sujet de Léo. C'est une question de vie ou de mort. S'il te plaît, viens nous retrouver à l'ancien restaurant samedi. Écoute-nous, c'est tout ce que je demande. Maman. Pendant 2 jours, je me suis torturé l'esprit. J'ai montré l'email à Anya. Elle l'a lu, les sourcils froncés. Cela ressemble à un piège, Jack, a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme. Ils savent exactement sur quel bouton appuyer. Je sais, ai-je reconnu. Mais si ce n'était pas le cas? Si Léo avait vraiment de graves ennuis? Et s'il en a-t-elle répliqué, quand est-ce que cela ne s'est pas terminé par une demande d'argent? Qu'est-ce qui change cette fois? Elle avait raison. Rien n'était différent, mais je devais savoir. Je devais les regarder dans les yeux et l'entendre de mes propres oreilles, ne serait-ce que pour faire taire une fois pour toutes cette petite voix lancinante de la culpabilité. Je me suis dit que j'allais simplement écouter. Pas de promesses, pas d'argent, juste écouter. J'ai fait les 4 heures de route vers ma ville natale ce samedi-là, l'estomac noué. Le restaurant était identique à mes souvenirs, défraîchi et sentant le café éventé. Ils étaient déjà là, installés dans un box au fond. Mes parents semblaient plus vieux, plus fatigués que dans mes souvenirs. Léo avait une mine affreuse. Il était pâle et nerveux, ses yeux parcourant sans cesse la pièce. Chloé n'était pas avec lui. Les banalités d'usage étaient maladroites et guindées. Puis ma mère a tendu la main sur la table pour la poser sur la mienne. Jacob, a-t-elle commencé, la voix brisée. Nous ne t'aurions pas appelé s'il ne s'agissait pas de la pire chose imaginable. Et l'histoire est alors sortie d'un coup. Léo, dans son infinie sagesse, avait lancé une nouvelle entreprise. Cette fois, une sorte de projet de crypto-monnaie. Il n'avait pas seulement investi ses propres fonds, il avait emprunté massivement aux mauvaises personnes. Combien, ai-je demandé d'un ton monocorde. 150 000 $, a marmonné mon père, les yeux fixés sur ses mains. J'ai senti une bouffée de rire hystérique et vertigineux monter en moi, mais je l'ai réprimé. C'était toujours plus. Les chiffres ne cessaient de grimper. Et ils le veulent maintenant, a dit Léo d'une voix qui n'était plus qu'un murmure. Ils ne plaisantent pas. Ils ont proféré des menaces. Ils savent où j'habite. Ils savent où habitent maman et papa. Ils ont parlé de toi, Jacob. Ils savent où tu travailles. Ma mère s'est mise à pleurer. Ils ont dit que s'ils ne payaient pas, ils lui feraient du mal. Jacob, ils vont s'en prendre physiquement à lui. Nous avons si peur. Voilà donc la situation de vie ou de mort. Pas un cancer, pas un accident.
Juste un autre échec financier catastrophique de Léo. Et puis vint le moment que je savais inévitable dès l'instant où j'avais lu cet email. Mon père m'a regardé droit dans les yeux, le visage marqué par le désespoir. « Tu dois vendre la maison, mon fils », a-t-il dit. Je les ai simplement regardés. Après 5 ans de silence absolu. 5 ans durant lesquels ils ne savaient pas si j'étais vivant ou mort. Leur grand plan de retrouvailles consistait à exiger que je liquide mon bien le plus précieux pour éponger la dernière catastrophe de mon frère. L'audace pure et stupéfiante de cette demande était presque impressionnante. Non, ai-je dit. Le mot est tombé comme une pierre dans le silence du box. Quoi, a chuchoté ma mère, les yeux écarquillés d'incrédulité. Non, ai-je répété, plus fort cette fois. J'ai regardé Léo bien en face. Tu as creusé ce trou. Débrouille-toi pour en sortir. Trouve un travail. Trouve 3 travaux. Déclare-toi en faillite. C'est ce que font les gens normaux. Ma maison n'est pas la solution à tes problèmes. J'ai jeté 20 $ sur la table pour payer leur café. J'en ai fini. Je suis sorti, et cette fois, il n'y avait aucune tristesse. Il n'y avait qu'une colère froide et sourde. Je pensais que cela s'arrêterait là. Je me trompais. Ce n'était que le début. Ils ont commencé dès le lendemain. Un appel de ma mère. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le message était une supplique confuse et éplorée. Puis un autre de mon père, cette fois colérique et exigeant. J'ai bloqué leur numéro, alors ils ont intensifié leurs actions. Une semaine plus tard, un dimanche après-midi, une voiture s'est garée devant chez moi. C'était eux. Ils sont restés assis là, garés de l'autre côté de la rue pendant des heures, à m'observer. C'était sinistre, dérangeant. Un message clair, nous savons où tu habites. Comme cela n'avait aucun effet, ils sont devenus plus téméraires. Un soir, j'étais en communication professionnelle quand quelqu'un s'est mis à tambouriner contre ma porte d'entrée. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu le visage enragé de mon père. Il hurlait mon nom, ses poings martelant le bois. « Jacob, je sais que tu es là. Ouvre cette porte, lâche. Tu laisses mourir ton frère. » J'ai appelé le numéro non urgent de la police. À l'arrivée de la patrouille, ils étaient partis. Mais ils avaient laissé un mot scotché sur ma porte, écrit à la hâte de la main de ma mère, la famille et tout. Tu le regretteras. Le harcèlement a fini par empiéter sur ma vie professionnelle. Mon collègue, David Miller, s'est arrêté devant mon bureau un matin, un air suffisant sur le visage. David et moi étions les 2 principaux candidats à une promotion prochaine pour un poste de chef d'équipe, et il n'était pas au-dessus des coups bas. Et, Jacob, a-t-il dit, assez fort pour que tout l'open space l'entende. J'ai reçu un appel bizarre pour toi. Un gars nommé Léo, il avait l'air plutôt désespéré. Il a dit que c'était une urgence familiale. Quelque chose à propos du fait que tu lui devrais de l'argent. Il a haussé un sourcil, savourant mon embarras. Ils avaient trouvé le numéro de mon bureau. La goutte d'eau de trop a été l'appel de mon oncle. L'oncle Jean était le frère cadet de mon père. Il avait toujours été l'oncle cool, celui qui semblait me comprendre mieux que mes parents. Quand il a appelé, j'ai fait l'erreur de décrocher, pensant qu'il pourrait être une voix de la raison. « Salut, gamin », a-t-il dit d'une voix dégoulinante de fausse sollicitude. J'ai entendu parler de la situation. C'est un sacré bazar. Euphémisme de l'année, oncle Jean, ai-je soupiré, soulagé de parler à quelqu'un de sensé. Écoute, je sais que tes parents et Léo s'y prennent très mal, a-t-il poursuivi. Il panique, mais Jacob, c'est sérieux. Ces types avec qui Léo s'est accoquiné. Il ne plaisante pas. Ton frère est en réel danger. Alors il devrait aller voir la police, ai-je dit. Il ne peut pas. Cela ne ferait qu'empirer les choses, a insisté Jean. Écoute, je sais que c'est beaucoup demandé, mais ton père a raison. La maison est la seule issue. Entre nous, je sais que ce n'est pas juste, mais la famille doit passer en premier. J'ai moi-même investi un peu dans l'affaire de Léo pour l'aider, donc j'ai aussi des intérêts là-dedans. Je veux juste que tout cela se termine, pour le bien de tout le monde. Et voilà, cette simple phrase, j'ai moi-même investi un peu. Elle m'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas un oncle inquiet qui appelait. C'était un créancier. L'une des personnes à qui Léo devait de l'argent.
Il ne cherchait pas à sauver Léo, il cherchait à sauver son propre investissement. Il utilisait notre lien familial pour me faire pression, tout comme les autres. Ce sentiment de trahison était étouffant. Il n'était pas un havre de paix, il était juste un requin de plus. J'ai raccroché, la main tremblante de rage. Mon foyer, mon travail, mon dernier lien familial. Ils empoisonnaient tout. Mon sanctuaire s'était transformé en siège. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque grincement de parquet, chaque bruissement de feuilles dehors m'envoyait une décharge d'anxiété. Le visage furieux de mon père restait gravé derrière mes paupières. Les mots manipulateurs de mon oncle résonnaient dans mes oreilles. Ils avaient transformé ma maison, ma forteresse de solitude, en ligne de front de leur guerre. Je ne m'y sentais plus en sécurité. J'avais l'impression d'être dans un piège. Vers 3 heures du matin, je me suis assis sur mon lit, le cœur battant. Je ne pouvais pas vivre ainsi. Je ne pouvais pas travailler pendant qu'il harcelait mes collègues. Je ne pouvais pas me détendre dans mon salon en me demandant s'ils étaient garés de l'autre côté de la rue. Ils ne m'avaient pas laissé le choix. Je ne pouvais pas les forcer à s'arrêter, mais je pouvais disparaître. J'ai appelé Anya. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, la voix ensommeillée, mais s'est immédiatement réveillée en entendant la mienne. « Jake, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ma voix était serrée, tendue. « Il ne s'arrête pas, ai-je dit, et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé depuis le restaurant, la filature, les coups sur ma porte, l'appel à mon bureau et enfin l'appel de l'oncle Jean. Je l'ai entendu se redresser dans son lit. « C'est l'un des créanciers ? Oh, Jake, c'est affreux. Je suis tellement désolé. Je n'en peux plus, Anya, ai-je dit, les mots se bousculant dans ma bouche. Je ne peux plus vivre ici. Ils ont tout gâché. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, a-t-elle demandé. Ce « on » était immédiat, évident. C'était la terre ferme sous mes pieds. Une idée radicale et terrifiante avait germé au fond de mon esprit. J'ai pris une grande inspiration. Je vais vendre la maison. D'accord, a-t-elle répondu d'une voix calme et posée. Et ensuite, je déménage, ai-je dit, le plan se concrétisant à mesure que je le verbalisais. Je vais trouver un travail à Austin, ou travailler à distance, ou... Je ne sais pas, je vais me débrouiller. Mais je viens là-bas pour être avec toi. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, et pendant une seconde terrifiante, j'ai cru que j'étais allé trop loin. Mais elle a dit, c'est bien. Il était temps. Ma chambre d'amis commençait à se sentir seule. Une vague de soulagement si puissante qu'elle m'a presque donné le vertige m'a envahi. Ce n'était pas un acte de défaite. C'était une fuite. C'était une retraite stratégique vers une vie meilleure. Je dois le faire vite, ai-je dit, mon esprit tournant déjà à plein régime. Et je dois le faire discrètement. Ils ne doivent pas le savoir. S'ils découvrent que la maison est en vente, ils feront quelque chose pour saboter l'affaire. J'en suis sûr. Alors, une vente privée, a-t-elle dit, déjà en mode résolution de problème. Pas de panneaux à vendre sur la pelouse. Tu auras besoin d'un bon agent immobilier de confiance. Le lendemain matin, j'ai passé l'appel. J'ai trouvé un agent très bien noté dans la région et lui ai expliqué la situation. J'ai été d'une honnêteté brutale, je dois vendre cette maison le plus vite possible, dans la plus grande discrétion. Je suis prêt à la mettre en vente en dessous du prix du marché pour attirer un acheteur rapide, qui paie comptant et sans complications. Mes seules conditions sont l'absence de publication publique et pas de panneaux sur ma pelouse. Cela doit rester totalement confidentiel. L'agent, une femme nommée Carole, a été intriguée mais est restée professionnelle. C'est inhabituel, a-t-elle dit, mais pas impossible. Je pense avoir quelques clients qui pourraient être intéressés par une transaction hors marché de ce type. En raccrochant, j'ai éprouvé un mélange singulier de tristesse et d'exaltation. Je me séparais de la maison pour laquelle j'avais tant travaillé, le symbole physique de mon indépendance. Mais je coupais aussi le dernier câble qu'ils pouvaient utiliser pour me ramener dans leur chaos. Qu'ils frappent à la porte. Qu'ils hurlent dans la rue. Très bientôt, ce ne serait plus ma porte. Carole, l'agent immobilier, a tenu parole. En moins d'une semaine, elle tenait un acheteur potentiel. Elle s'appelle Eleanor Gable, m'a expliqué Carole au téléphone. C'est une veuve récente qui cherche à s'installer dans plus petit.
Elle souhaite un quartier calme et paix content, ce qui signifie que nous pouvons boucler l'affaire en moins de 30 jours. Elle adore les photos. Nous avons organisé une seule visite privée. J'ai rencontré Madame Gable à la maison. C'était une femme au visage bienveillant, d'une fin de soixantaine d'années, avec des yeux vifs et intelligents. Elle a parcouru les pièces, sa main glissant légèrement sur les murs que j'avais peints avec tant de soin. Elle a admiré le jardin que j'avais cultivé. Elle dégage une bonne impression, cette maison, a-t-elle dit doucement. On sent que quelqu'un y a été très heureux. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing à l'estomac. Je l'ai été, lui ai-je répondu, la gorge nouée. Elle a fait une offre l'après-midi même, 5% en dessous de mon prix demandé déjà réduit. J'ai accepté sans hésiter. L'argent passait au second plan, la liberté était le véritable prix. L'étape suivante consistait à l'annoncer à mon patron, Monsieur Henderson. Je redoutais cette discussion. J'étais sur les rangs pour une promotion prochaine pour un poste de chef d'équipe, et je m'apprêtais à lui annoncer que je démissionnais pour m'installer à l'autre bout du pays. Je suis entré dans son bureau et j'ai fermé la porte. Monsieur, ai-je commencé. Je dois vous donner mon préavis de 2 semaines. Pour des raisons personnelles, je dois m'installer à Austin. Monsieur Henderson s'est adossé à son fauteuil, joignant ses doigts. Il n'avait pas l'air surpris, plutôt pensif. Miller, a-t-il dit. Votre timing est soit catastrophique, soit parfait. Que diriez-vous de diriger notre nouveau bureau satellite? Je l'ai regardé, abasourdi. Monsieur? Nous planifions une expansion depuis 6 mois, a-t-il expliqué. Austin est notre premier objectif. Nous avons besoin d'un chef d'équipe pour bâtir la nouvelle division de toutes pièces. Le poste devait être publié le mois prochain. Il s'accompagne d'une revalorisation salariale importante et d'un forfait de réinstallation. J'avais l'intention de vous le proposer de toute façon, en supposant que vous l'emportiez sur l'autre Miller. Il est à vous si vous le voulez. Je suis sorti de son bureau hébété. C'était en train de se réaliser. Ce n'était pas seulement une fuite, c'était un pas en avant formidable. Une nouvelle ville, un nouveau poste, une nouvelle vie avec la femme que j'aimais. J'avais l'impression que l'univers me récompensait enfin pour un choix que j'aurais dû faire des années auparavant. La signature finale de la vente a eu lieu en 21 jours. Tout s'est fait par voie électronique, une fin calme et presque banale pour un chapitre majeur de mon existence. J'ai chargé mes affaires dans un camion de déménagement en un seul week-end. En faisant le tour du propriétaire une dernière fois, j'ai pris une décision calculée, j'ai laissé quelques vieilles babioles sans valeur dans le garage. Une tondeuse cassée, des pots de peinture vides, une pile de vieux magazines. De l'extérieur, on aurait dit que le garage servait toujours, que j'habitais encore là. C'était un détail trompeur, mais mon instinct me disait que cela pouvait avoir son importance. J'ai remis les clés à Carole, je suis monté dans ma voiture chargée et j'ai quitté Willow Creek Drive pour la dernière fois. Je ne me suis pas retourné. Pendant 2 semaines, j'ai vécu dans un état de transition bien heureuse. Je logeais dans la chambre d'Ami Dania, entouré de cartons, mais je m'y sentais plus chez moi que dans ma propre maison depuis des mois. Nous passions nos soirées à chercher des appartements, à planifier notre avenir. J'ai bloqué les nouveaux numéros de mes parents dès qu'ils ont tenté de m'appeler avec. J'ai bloqué l'oncle Jean. J'ai bloqué toutes les voies d'accès possibles. J'ai érigé une barrière numérique autour de ma nouvelle vie. Je savais que ce silence allait les rendre fous. Pour eux, mon silence n'était pas une limite, c'était un défi, une provocation. C'était moi, le fils ingrat, ignorant leur détresse légitime. Plus tard, j'ai reconstitué ce qui s'était passé durant ces 2 semaines grâce à mon ami Marc, qui avait encore des contacts indirects avec des parents éloignés. Il m'a raconté que la pression s'accentuait sur mes parents. Les personnes à qui Léo devait de l'argent en avaient fini avec les avertissements. L'échéance était arrivée et Léo n'avait pas un sou. La panique de ma famille s'était transformée en une rage sordide et tenace, et elle était entièrement dirigée contre moi. J'étais celui qui possédait la maison. J'étais celui qui avait un emploi stable et un salaire élevé. J'étais celui qui gardait égoïstement la clé de leur salut. D'après le cousin de Marc, une terrible dispute avait éclaté chez mes parents. Léo était en pleine crise de nerfs, persuadé que sa vie était finie. Mon père tournait en rond comme un animal en cage. C'est Chloé, ma belle-sœur discrète et manipulatrice, qui a semé la dernière graine empoisonnée.
Marc m'a dit que son cousin l'avait entendu parler au téléphone avec ma mère, sa voix étant un mélange doucereux de fausse compassion et de ruse. Je suis tellement inquiète, Eleanor, avait dit Chloé. Et s'il vendait simplement la maison pour s'enfuir avec l'argent? Je veux dire, si nous ne pouvons pas l'avoir pour sauver Léo, il ne devrait pas pouvoir la garder non plus. Ce ne serait pas juste. Quelqu'un pourrait se mettre suffisamment en colère pour commettre un geste drastique. Il faudrait s'assurer que la maison soit totalement invendable. Tu vois. Elle n'avait pas besoin de le formuler explicitement. L'insinuation était évidente, flottant dans l'air comme une fumée toxique. S'ils ne pouvaient pas obtenir l'argent de la maison, ils veilleraient à ce que je ne puisse pas en profiter non plus et ils allaient la détruire. C'était une stratégie de pure malveillance autodestructrice. L'acte de désespoir ultime d'une famille qui avait oublié comment construire quoi que ce soit et ne savait plus que casser. Et dans leur rage aveugle, ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà remis les clés à quelqu'un d'autre. Ils chargeaient leurs armes pour une bataille déjà terminée, marchant vers un terrain où les seules personnes qu'ils allaient blesser étaient eux-mêmes. La nuit qu'ils ont choisie était sans lune. Une épaisse couverture de nuages occultait le ciel, absorbant la lumière des réverbères. C'était le décor idéal pour leur projet. Ils ont garé leur voiture à un pâté de maison et ont marché jusqu'au 114 Willow Creek Drive, leurs silhouettes se confondant avec l'obscurité. C'était un trio terrifiant. Mon père, Richard, le visage figé dans un masque de fureur qu'il croyait légitime, portait un lourd pied de biche. Ma mère, Eleanor, sa peur s'étant muée en une résolution dure et amère, serrait un démon de pneus. Et mon frère, Léo, l'enfant chéri pour qui tout cela était entrepris, fermait la marche, armé d'une batte de baseball, les yeux écarquillés par un mélange de terreur et d'adrénaline. Ils se sont glissés à l'arrière de la maison, jusqu'à la baie vitrée coulissante du salon. Ils supposaient que j'étais absent, soit au travail, soit hors de la ville. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que quelqu'un d'autre pouvait se trouver à l'intérieur. Mon père a pris le pied de biche, dans un grognement d'effort, l'a coincé entre la porte et le montant. Le verrou a cédé dans un craquement sinistre de bois brisé. La porte a glissé. Pendant un instant, ils sont restés là à respirer lourdement dans le silence soudain et profond de la maison. Et puis, ils se sont mis à l'œuvre. Ce n'était pas un cambriolage, c'était un saccage, un acte de fureur pure et brute. Mon père a manié le pied de biche comme une arme médiévale, fracassant le grand téléviseur à écran plat posé sur la cheminée. Des étincelles ont jailli et l'écran a implosé dans un bruit sourd. Ce téléviseur ne m'appartenait pas. Il appartenait au défunt mari de Madame Gable, l'un des rares objets qu'elle avait emportés de leur ancienne maison de famille. Ma mère, une femme qui passait son temps à arranger des fleurs et à faire des biscuits, a frappé la table basse en verre à coups de démon de pneus, la réduisant en un tas de débris scintillants. Elle a arraché les photos de famille des murs des photos des enfants et petits-enfants de Madame Gable et les a jetées au sol, piétinant les cadres avec une fureur que je ne l'aurais jamais cru capable de manifester. Léo, mon frère lâche et pathétique, a abattu sa batte sur les lampes, les vases, tout ce qui pouvait se briser. Chaque fracas, chaque éclatement était un exutoire à son propre dégoût de soi, redirigé vers les objets inanimés qu'il croyait être les miens. Il détruisait les symboles d'une vie que j'avais bâtie sans lui, une vie qu'il jalousait et méprisait tout autant. Ils ont arraché les rideaux. Ils ont renversé les bibliothèques, projetant des centaines de livres sur le sol. Ils ont lacéré les coussins du canapé. En moins de 10 minutes, Day ont réduit le salon chaleureux et paisible d'une inconnue en une zone de guerre. Le montant total des dégâts, estimerait plus tard la police, avoisinait les $4000. Mais ils avaient fait une erreur d'estimation fatale. Madame Gable avait le sommeil léger. Son mari avait été malade pendant des années, et elle avait pris l'habitude de se réveiller au moindre bruit. Elle se trouvait dans sa chambre à l'étage, en train de lire un livre, quand elle a entendu le bruit distinct de verre brisé provenant du rez-de-chaussée. Sa première pensée a été que le vent avait renversé quelque chose. Puis elle a entendu le premier impact lourd et cadencé. Son cœur a bondi dans sa poitrine. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas fait un bruit. Des années à s'occuper d'un époux malade lui avaient appris à garder son calme en cas de crise. Elle s'est glissée hors du lit, a saisi son téléphone sur la table de chevet, s'est enfermée dans la salle de bain principale et, les doigts tremblants à peine, a composé le 911. Il y a quelqu'un chez moi, a-t-elle chuchoté à l'opératrice, la voix ferme malgré la terreur qu'elle devait éprouver. Pendant que ma famille poursuivait son saccage, animée par une colère qu'elle croyait légitime,
2 voitures de police filaient déjà en silence à travers les rues sombres, phares éteints, convergeant vers la tranquille maison de banlieue qui venait de se transformer en scène de crime. Je suis arrivé au poste de police de Lakewood au moment où le soleil commençait à teinter le ciel de l'est d'un gris pâle et blafard. Je n'avais pas dormi. Les 4 heures de route avaient été un flou de lumière d'autoroute et de mauvais café, mon esprit repassant en boucle les paroles de l'agent Ramirez. Il m'a accueilli à l'entrée. « Monsieur Miller, merci d'être venu si rapidement. »« Où sont-ils » ai-je demandé, la voix éraillée. « Dans une salle d'interrogatoire. »« Ils ne se montrent pas très coopératifs, a-t-il dit avec une retenue toute professionnelle. Ils exigent sans cesse de vous voir. Ils pensent que vous allez arranger la situation. » Il m'a conduit le long d'un couloir stérile éclairé par des néons jusqu'à une pièce dotée d'une grande vitre sans teint. J'ai regardé à travers et ils étaient là, ma famille. Ils étaient assis autour d'une table en métal, l'air minuscule et pathétique sous la lumière crue. Les articulations des mains de mon père étaient écorchées et ensanglantées. Ma mère était décoiffée et des traces de larmes marquaient son visage. Léo se balançait d'avant en arrière sur sa chaise, rongeant son ongle comme un petit garçon effrayé. La propriétaire, Madame Gable, porte plainte, m'a dit doucement Ramirez à mes côtés. Violation de domicile et vandalisme qualifié. Compte tenu du montant des dégâts, il risque de la prison ferme. Sans parler de la poursuite civile qu'elle va engager. Ils vont avoir besoin d'un très bon avocat. Un avocat ? Le mot est resté en suspens. Le genre de problème coûteux que l'on attendait autrefois de moi que je résolve. Ils veulent vous parler, a dit Ramirez. Voulez-vous leur parler? Oui, ai-je répondu sans hésiter. Je le veux. Ils m'ont introduit dans la pièce. Dès qu'ils m'ont vu, une vague de soulagement a balayé leur visage, rapidement suivie par leur habituel flot d'accusations. Jacob, Dieu merci, s'est écriée ma mère en se précipitant vers moi. Un policier l'a doucement mais fermement raccompagné vers sa chaise. Dis-leur. Dis-leur que c'était un malentendu. Il n'y a aucun malentendu, maman, ai-je dit, ma voix étant aussi froide et dure que le sol en béton. Mon père a abattu sa main sur la table. C'est de ta faute, a-t-il hurlé, le visage déformé par la colère. Tout ça. Si tu avais simplement été un bon fils et avais aidé ton frère, rien de tout cela ne se serait produit. Nous essayons de te donner une leçon. Une leçon, ai-je répété, d'une voix dangereusement basse. Une leçon de quoi? Comment détruire un bien? Comment terroriser une femme âgée? Elle n'était pas censée être là, a gémi Léo depuis son coin. Nous pensions que la maison était vide. Vous pensiez que ma maison était vide, l'ai-je corrigé. J'ai laissé le silence s'installer, observant leur visage perplexe. J'avais attendu 5 ans ce moment. 5 ans à être le méchant dans leur histoire. C'était maintenant à mon tour d'en écrire la fin. Mon père a bombé le torse, tentant de retrouver un semblant d'autorité. J'ai parfaitement le droit d'être dans la maison de mon propre fils si j'en ai envie. J'ai payé la moitié de ces satanés meubles dans ce salon. Il mentait, évidemment. Il ne m'avait jamais donné un centime. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai laissé un léger sourire froid se dessiner sur mes lèvres. Et puis j'ai porté le coup de grâce. C'est justement là le problème, papa, ai-je dit d'une voix claire et assurée, chaque mot étant une pierre parfaitement ciblée. Ce n'est pas ma maison. Il a scié. De quoi parles-tu? Ce n'est pas ma maison, ai-je répété lentement, savourant l'instant. Je l'ai vendue il y a 3 semaines à Madame Gable, la femme que vous venez de terroriser dans son propre foyer. Vous ne vous êtes pas introduit chez moi. Vous vous êtes introduit chez une parfaite inconnue. Leurs visages ont blêmi. La bouche de mon père s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Ma mère a étouffé un petit gémissement. Léo me fixait simplement, les yeux écarquillés par une horreur naissante et incrédule. Tout le fondement de leur colère qu'ils croyaient juste, toute la justification de leur acte criminel s'effondrait en poussière en un instant. Ils ne me punissaient pas. Ils venaient de commettre un délit absurde contre une femme innocente, et je n'étais pas là pour les sauver. C'est ce moment qui a tout changé, quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici, vous êtes formidable. Si vous pouviez me faire une grande faveur, aimez cette vidéo et écrivez le chiffre 1 en commentaire ci-dessous. Cela me permet de savoir que vous m'avez accompagné dans ce voyage.
Cela n'aide pas seulement d'autres personnes à découvrir cette histoire, cela me montre aussi que mes expériences ont un sens pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite. Les conséquences ont été rapides et impitoyables. L'illusion de ma famille que j'allais d'une manière ou d'une autre effacer tout cela s'est évaporée face à la dure réalité du système judiciaire. Ils n'avaient plus affaire à leur fils décevant, ils avaient affaire à l'état de la Queue. Madame Gable, bien que secouée, s'est montrée résolue. Ce n'était pas une femme vindicative, mais elle était ferme. Son défunt mari avait toujours été très rigoureux sur les règles et leurs conséquences, et elle était décidée à aller jusqu'au bout. Elle a engagé un avocat, un homme vif et pragmatique, qui a immédiatement intenté une action civile contre mes parents et mon frère pour obtenir le remboursement intégral des dégâts, plus des dommages et intérêts pour préjudice moral. Face aux preuves accablantes, leurs empreintes digitales partout sur les lieux, l'appel terrifié de Madame Gable au 911 et leurs propres aveux stupides sur leur volonté de donner une leçon à leur fils, leur avocat commis d'office leur a conseillé d'accepter n'importe quel accord de plaider coupable. Ils risquaient des années de prison. Le procureur, tenant compte de leur âge et de l'absence d'antécédents judiciaires, a proposé un accord, plaider coupable pour vandalisme qualifié et violation de propriété, en échange de quoi ils écoperaient de 5 ans de mise à l'épreuve, d'une thérapie obligatoire de gestion de la colère et du remboursement intégral et immédiat à la victime. L'accusation d'effraction serait abandonnée. Le remboursement intégral immédiat s'élevait à 40 000 $. Ils ne les avaient pas. Leurs économies avaient été saignées à blanc par Léo des années auparavant. Il ne leur restait qu'un seul bien, leur propre maison, celle dans laquelle j'avais grandi. Il n'y avait pas d'autre choix, ils devaient la vendre. Ce processus a été une vente rapide et humiliante, au rabais. Pris par l'urgence d'obtenir des liquidités, ils ont accepté la première offre très basse qu'ils ont reçue. Après avoir payé la commission de l'agence, les frais d'avocat et les 40 000 $ dus à l'avocat de Madame Gable, il leur restait à peine plus de 100 000 $. Et c'est alors qu'est survenue l'ultime et amère ironie. Au milieu de ce chaos judiciaire, Léo a fini par avouer la vérité sur sa dette. Les gens dangereux qui allaient s'en prendre physiquement à lui n'existaient pas. C'était un mensonge. La dette était due à une société d'investissement légitime, bien qu'agressive, et à quelques membres de la famille, dont mon oncle Jean. La société menaçait d'engager des poursuites, ce qui ruinerait son crédit et le contraindrait à la faillite, mais personne n'allait lui briser les jambes. Il avait inventé ce scénario de « vie ou de mort » pour manipuler les sentiments de nos parents et les pousser à agir contre moi. Quand mon père a appris cela, quelque chose en lui s'est définitivement brisé. Le dévouement aveugle qu'il avait toujours voué à son enfant chéri a volé en éclats. Je n'étais pas là pour le voir, mais Marc m'a dit que la dispute avait été légendaire. Toutes ces années durant lesquelles mon père avait cautionné les échecs de Léo ont culminé dans une confrontation explosive. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Ils ont pris le peu d'argent qu'il restait de la vente de leur maison et l'ont donné à Léo pour rembourser ses dettes les plus urgentes. Ce n'était pas suffisant pour laver son nom, mais c'était assez pour lui éviter le tribunal pour le moment. Et, en un clin d'œil, ils se sont retrouvés sans abri, ruinés et définitivement brisés. La maison qu'ils avaient détruite dans l'espoir de me forcer à vendre la mienne leur avait coûté la leur. C'était une parfaite et terrible symétrie. Une semaine avant mon déménagement prévu dans mon nouvel appartement à Austin, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais je me doutais de qui il s'agissait. J'ai décroché. Jacob? C'était la voix de ma mère, mais une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle était dépouillée de toute sa colère, de toute son arrogance. Elle était simplement vide. « Bonjour, maman », ai-je dit d'un ton neutre. « Nous avons perdu la maison », a-t-elle dit d'une voix monocorde. « La vente a été signée aujourd'hui. Nous devons être partis d'ici la fin du mois. »« Je le sais », ai-je répondu. Il y a eu un long silence. Je l'entendais reprendre sa respiration d'une voix tremblante. Je n'ai rien dit. J'ai ressenti un soupçon de quelque chose, de la pitié, peut-être, mais il s'est vite éteint au souvenir de son visage déformé par la haine lorsqu'il martelait ma porte. Léo et Chloé nous laissent loger chez eux pour quelque temps, a-t-elle poursuivi, l'humiliation transparaissant dans chaque mot. Dans leur appartement de 2 pièces. Richard et moi dormirons sur un canapé-lit dans le salon. L'image était si sombre, si pathétique, que j'ai presque eu de la peine pour eux. Presque. Nous avons fait une erreur, Jacob, a-t-elle chuchoté.
Et les larmes venaient désormais. Une terrible, terrible erreur. Je le vois maintenant. Nous avions si peur pour Léo. Nous n'avions plus les idées claires. Je suis désolé. Ces excuses que j'avais tant espérées durant la majeure partie de ma vie. Et maintenant qu'elles étaient formulées, elles ne signifiaient plus rien. Elles ne découlaient pas du remords, elles découlaient du désespoir. Ils ne regrettaient pas ce qu'ils avaient fait, ils regrettaient la tournure que les événements avaient prise pour eux. Je dois y aller, maman, ai-je dit. Attends, a-t-elle crié, sa voix montant d'un ton dans la panique. S'il te plaît, Jacob, ne raccroche pas. Nous n'avons plus rien. Ton père ne peut plus travailler. Est-ce que tu peux nous aider? Juste un peu, pour que nous puissions louer un petit appartement à nous. S'il te plaît, nous sommes ta famille. C'était là la véritable raison de l'appel. Notre relation s'est terminée il y a 5 ans, maman, ai-je dit d'une voix douce mais absolument sans appel. La nuit où toi et papa m'avaient dit de donner mes économies à Léo sous peine de ne plus être votre fils, j'ai accepté ces conditions. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste la finalisation administrative de cette décision. Je l'entendais sangloter à l'autre bout du fil. Un bruit désespéré, sans espoir. Je vous souhaite le meilleur, ai-je dit, et je le pensais d'une certaine manière détaché. Je ne leur voulais pas de mal, je ne leur voulais simplement plus rien du tout. Ils ne faisaient plus partie de mon équation. Au revoir, maman. J'ai raccroché et bloqué le numéro, et je n'ai rien ressenti. Juste du calme. La guerre était enfin terminée. Une année peut tout changer. J'étais assis dans mon bureau, mon véritable bureau, avec une porte et une fenêtre donnant sur les collines d'Austin. La plaque sur la porte indiquait « Jacob Miller, directeur de l'ingénierie ». Monsieur Henderson avait tenu parole. La promotion était réelle, le forfait de réinstallation généreux et ce travail était le plus stimulant et gratifiant de ma carrière. J'avais formé une équipe à partir de zéro, un groupe d'ingénieurs brillants et motivés qui me respectaient non pas pour mon titre, mais pour le travail que nous accomplissions ensemble. David Miller, mon ancien rival au bureau, avait fini par être écarté de la promotion que j'aurais laissée vacante. Parfois, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Ma vie avec Anya était plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer. Nous avions quitté son logement pour nous installer dans un superbe appartement en centre-ville. Notre existence était remplie de rires, de week-ends dans la région des collines, de soirées tranquilles à cuisiner ensemble. Elle était ma partenaire dans tous les sens du terme. Elle célébrait mes victoires, m'épaulait dans mes moments de stress et ne m'a jamais fait sentir que je lui devais autre chose que mon amour et mon respect. Nous étions heureux. C'était un bonheur simple et profond, solide et authentique, bâti sur la confiance et non sur le devoir. Un samedi, nous avons décidé de faire une chose dont nous parlions depuis des mois, visiter des maisons à vendre non pas parce que nous devions déménager, mais parce que nous voulions rêver ensemble. Nous nous sommes rendus dans un quartier bordé de grands chênes et de maisons charmantes, ayant chacune leur caractère propre. Nous sommes entrés dans une superbe maison à un étage, dotée d'un large porche d'entrée et d'un grand jardin à l'arrière. Pendant qu'Anya explorait la cuisine, je suis entré dans le salon. Il était vide, le sol était nu, mais une grande fenêtre laissait entrer la douce lumière de l'après-midi. J'ai repensé à mon ancienne maison de Willow Creek Drive, à ce salon que j'avais agencé avec tant de soin et que ma famille avait détruit avec tant de violence. Pendant très longtemps, une maison avait été pour moi synonyme de sécurité. C'était un rempart pour laisser le monde dehors, un endroit où me cacher du chaos de ma famille. Mais debout dans cette pièce vide, au son de la voix enjouée d'Anya provenant de la pièce d'à côté, j'ai compris que ma définition avait changé. Anya est venue se placer à mes côtés, glissant sa main dans la mienne. « À quoi penses-tu » a-t-elle demandé doucement. « À quel point ma vie a changé » ai-je répondu. Il y a un an, je vendais ma maison pour fuir ma famille. Aujourd'hui, je pense à en acheter une pour fonder une famille. Elle a serré ma main, les yeux brillants. « J'aime beaucoup cette idée » a-t-elle dit. Je l'ai regardée, cette femme incroyable qui était restée à mes côtés, qui avait été mon ancre dans la tempête. L'idée d'un avenir, d'un mariage, d'enfants. Cela ne m'effrayait pas. Avec elle, cela semblait être la chose la plus naturelle au monde. J'ai su à cet instant quelle serait ma prochaine étape. J'avais juste besoin du moment idéal pour faire ma demande.
Ce sentiment de paix était si complet qu'il en était presque saisissant. Les fantômes du passé s'étaient enfin tus. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de mon vieil ami Marc. Nous essayions de prendre des nouvelles l'un de l'autre tous les 2 mois, et il était mon dernier lien avec les ragots de ma ville natale. Tu ne vas pas croire le dernier épisode du désastre des Miller, a-t-il dit d'emblée, sans passer par les salutations d'usage. J'ai presque peur de demander, ai-je dit en riant. Alors, écoute ça, a-t-il poursuivi. Léo et Chloé se sont enfin séparés. Apparemment, vivre dans un appartement minuscule avec ses parents ruinés et malheureux n'était pas la vie de rêve pour laquelle elle avait signé. Ils vont divorcer. Waouh, ai-je dit, véritablement surpris. Je pensais qu'ils formaient une équipe. Oh, ils en formaient une, a répondu Marc d'un ton sarcastique. Une équipe d'escrocs. Et voici le meilleur, mon cousin est ami avec la sœur de Chloé, et apparemment Chloé a raconté à sa sœur la véritable histoire de cet emprunt. Je me suis assis. La véritable histoire? Oui, a dit Marc. Il s'avère que Léo hésitait à emprunter à l'oncle Jean. Il savait que Jean irait directement voir ton père si les choses tournaient mal. C'est Chloé qui l'a poussé. C'est elle qui avait découvert que Jean avait de l'argent à investir. C'est elle qui a convaincu Léo que c'était une bonne idée. Sa logique était que s'ils empruntaient à la famille et que l'affaire coulait, la famille, c'est-à-dire toi, n'aurait d'autre choix que de les renflouer. C'était un coup monté dès le départ. Elle comptait sur le fait que tu céderais. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Chloé, l'épouse effacée et attentionnée, toujours en retrait. Elle n'avait pas été une simple spectatrice, elle avait été l'architecte de toute cette catastrophe. Elle avait délibérément exploité la dynamique toxique de notre famille contre nous, créant une situation où je me retrouvais acculé. Incroyable, ai-je murmuré. Elle s'est jouée de vous tous, a dit Marc. Mais regarde, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est pour que tu saches une fois pour toutes que tu as pris la bonne décision. Tu ne t'es pas seulement enfui d'un navire en perdition, tu as échappé à un équipage de pirates qui s'efforçait activement de le faire couler. Tu es libre, mon pote. Après avoir raccroché, je n'étais pas en colère. J'étais calme. Il avait raison, j'étais libre. Le tout dernier fil du doute venait d'être coupé. Ce soir-là, j'ai emmené Anya faire une promenade au bord du lac. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes flamboyantes d'orange et de violet. Nous nous sommes arrêtés sur la passerelle piétonne, contemplant l'eau alors que des kayakistes passaient en contrebas. Je me suis tourné vers elle. Mon cœur battait la chamade, mais pas d'anxiété. Il battait avec une certitude que je n'avais encore jamais éprouvée de ma vie. Anya, ai-je commencé, la voix légèrement tremblante. Il y a 1 an, ma vie était un désordre complet. Je fuyais un passé dont je pensais qu'il me définirait toujours. Et puis je suis venu ici, vers toi. Tu n'as pas essayé de me changer. Tu m'as simplement accepté. Tu as cru en moi. Tu es mon foyer. Pas un endroit, pas un bâtiment, mais toi. J'ai mis la main dans ma poche et j'en ai sorti la petite boîte que je portais sur moi depuis 1 semaine. Je me suis posé sur un genou. Ses mains se sont portées à sa bouche, ses yeux écarquillés se remplissant de larmes. Anya Sharma, ai-je dit en ouvrant la boîte pour dévoiler une bague simple et élégante. Je ne veux pas passer un seul jour de plus sans toi. Veux-tu m'épouser? Elle pleurait et riait en même temps. J'ai glissé la bague à son doigt. Et en me relevant pour la serrer dans mes bras, j'ai su que c'était cela, le véritable commencement. Non pas une fuite, mais une destination. 6 mois tard, Anya et moi nous tenions sur le large porche d'entrée de la maison à un étage avec le grand jardin. Notre maison. La vente s'était déroulée sans accroc, une expérience joyeuse et partagée qui était à l'opposé de ma dernière transaction immobilière. Nous n'avions pas eu besoin de l'argent de ma première maison pour l'apport. Nos salaires cumulés et mon forfait de promotion avaient largement suffi. L'argent de la vente de Willow Creek était désormais placé, fructifiant tranquillement un capital pour un avenir qui n'était plus une aventure solitaire, mais un voyage partagé. Le camion de déménagement venait de partir, et la maison était remplie de nos cartons à un désordre joyeux de nos 2 existences fusionnant en une seule. L'air sentait la peinture fraîche et les possibles. Anya a posé sa tête sur mon épaule, contemplant le jardin où nous regarderions un jour nos enfants jouer. C'est parfait, a-t-elle soupiré d'un air ravi. Ça l'est, ai-je acquiescé.
J'ai réfléchi au mot « famille ». Durant la majeure partie de ma vie, ce terme avait été associé à l'obligation, à la culpabilité, à un poids lourd et écrasant. Il signifiait sacrifier mes besoins pour satisfaire leurs caprices. Il signifiait que ma réussite ne m'appartenait pas, mais qu'elle était une ressource à exploiter pour compenser les échecs de mon frère. Mes parents, dans leur esprit biaisé, s'imaginaient sans doute m'aimer. Mais leur amour était conditionnel. Il était transactionnel. Il avait un prix, et ce prix était mon propre bonheur. M'éloigner d'eux a été la décision la plus difficile et la plus salutaire que j'ai jamais prise. Cela m'a appris que parfois, la famille que l'on choisit et les amis qui vous soutiennent, la partenaire qui vous élève est plus authentique et plus essentielle que celle dans laquelle on est né. Ma famille, désormais, c'était Anya. C'était Marc, qui prendrait l'avion la semaine prochaine pour être mon témoin à notre mariage. C'était la famille que nous allions fonder ici même, dans cette maison. J'ai baissé les yeux vers Anya, son visage rayonnant d'espoir et d'amour, et j'ai éprouvé un profond sentiment de gratitude. Le parcours avait été rude. Les cicatrices étaient réelles, mais elle m'avait guidé jusqu'ici. Elle m'avait guidé vers elle. Chez nous, ai-je dit à voix haute. Nous sommes chez nous. Elle a levé les yeux vers moi et a souri. Et dans son regard, j'ai vu tout notre avenir. Un avenir libéré des manipulations et de la culpabilité. Un avenir fondé non pas sur le devoir, mais sur un amour pur et inconditionnel. Et c'était plus beau que tout ce que j'aurais pu imaginer. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a trouvé un écho en vous d'une manière ou d'une autre. C'est un rappel qu'il est légitime de choisir sa propre tranquillité d'esprit, même si le chemin est difficile. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour protéger votre propre bonheur? Ce serait un honneur de lire votre expérience dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à partager votre histoire et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.